OK. Donc, un petit rappel par rapport à l'analyse factorielle. Et comme vous le savez, la plupart du temps, dans nos recherches, les phénomènes qu'on tente de cerner ne sont pas directement mesurables. Par exemple, si vous partez mener une enquête sur la satisfaction, voilà, par exemple, la satisfaction des travailleurs au niveau de leur lieu d'emploi, généralement, ce n'est pas la motivation, la satisfaction, ce n'est pas des phénomènes qu'on peut directement mesurer. Donc, souvent, on est obligé de passer par d'autres variables pour pouvoir cerner ces phénomènes-là. Voilà. Donc, les variables qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle les variables mesurées. Et les variables qu'on ne peut pas cerner directement, ça, c'est des variables non observables. Voilà, encore appelées variables latentes. Voilà. Et ce sont ces variables latentes-là qu'on appelle les facteurs en réalité. Ça veut dire qu'on va prendre un certain nombre de variables mesurées pour pouvoir mesurer les facteurs qu'on n'arrive pas, la variable non observée là. Par exemple, je prends un exemple terre à terre. Si on prend le cas de l'extrémisme violent actuellement, et on va dire que pour mesurer les causes de l'extrémisme violent, qu'est-ce qui pousse les gens à se radicaliser? Par exemple, on peut dire que peut-être c'est dû à la malgouvernance, peut-être c'est dû à l'injustice, à des frustrations, et ainsi de suite, ou bien à la religion. Donc, si nous partons sur le terrain, ce sont ces types de variables-là qu'on va chercher à mesurer. On va essayer d'administrer notre questionnaire sur des échelles de Likert pour voir voilà, la perception des populations, des personnes enquêtées. Est-ce que la personne est d'accord, n'est pas d'accord, voilà, et ainsi de suite. Par rapport à la question qu'on va poser. Et une fois collectées ces données, on va essayer de voir. Souvent, on peut se retrouver avec 15, 20 variables même. Et l'analyse factorielle, là, c'est d'essayer de voir est-ce que l'ensemble des variables que nous avons là, est-ce qu'on ne peut pas les regrouper, voilà, par affinité. Ça veut dire que est-ce que telle et telle variable là ne mesure pas en fait un même phénomène. Est-ce que vous voyez? Par exemple, si on prend toujours le cas de l'extrémisme violent, est-ce que si on prend la malgouvernance, l'injustice ressentie par les personnes enquêtées et ainsi de suite, est-ce que ces deux variables, par exemple, là, ne sont pas, par exemple, liées aux facteurs, par exemple, exogènes, ça veut dire qu'ils ne sont pas liés à l'individu. Et si on prend les questions comme la religion, les questions d'éducation, voilà, et ainsi de suite, est-ce que ce ne sont pas des phénomènes qui sont liés, qui sont propres à l'individu? Si par exemple on avait quatre variables mesurées comme ça, est-ce qu'on ne peut pas les regrouper deux à deux? C'est ça un peu la philosophie de l'analyse factorielle. Et nous en avons deux types. Dans un premier temps, si nous essayons de cerner un phénomène, et il peut arriver que personne n'a travaillé sur la thématique. Et nous décidons d'élaborer notre questionnaire, nos échelles de mesure, on part administrer sur le terrain. Donc, c'est comme si nous sommes en train de mener une étude exploratoire. On veut cerner les phénomènes là d'abord, à travers nos variables définies là. Donc, ça, c'est d'abord ce qu'on va appeler l'analyse factorielle exploratoire. Ça va nous permettre de regrouper nos 15 à 20 variables là à un nombre réduit de facteurs, encore appelés des variables latentes ou des variables non observées. Et une fois qu'on a défini ces variables, on peut maintenant répartir encore sur le terrain. Par exemple, si on s'est dit que tel ou tel facteur-là, ça permet de mesurer les facteurs endogènes, ça veut dire les facteurs liés à l'individu. Et tel regroupement permet de voir les facteurs qui sont liés à l'environnement ou bien voilà, au contexte, à l'environnement immédiat de l'individu. On répare encore toujours avec les mêmes outils pour aller administrer ce modèle-là, puisqu'on vient de définir un modèle. Et on revient maintenant dans une deuxième étape pour essayer de confirmer le modèle qu'on a élaboré dans l'étape exploratoire. Et là, on se retrouve maintenant en train de faire ce qu'on appelle l'analyse factorielle confirmatoire.
puisqu'on a défini un modèle, on est reparti tester le modèle sur le terrain pour voir est-ce que vraiment ça est en adéquation avec la réalité du terrain. Et là, ça, c'est le rôle de l'analyse factorielle confirmatoire. Voilà. Et nous avons des indices pour mesurer tout cela sur le plan statistique. Je ne sais pas si jusque-là, il y a quelques questions ou des interventions avant qu'on ne passe à la pratique. Voilà. Non, non, je pense que c'est bon. Mais je voulais savoir, est-ce que c'est le même principe aussi que les ACM? OK. Et en fait, c'est le même principe. Les ACP, les ACM, c'est pratiquement le même principe. Parce que nous cherchons à réduire les variables, le nombre de variables. OK. Voilà. Mais les ACP, l'analyse en composante principale, ça, c'est uniquement sur des variables quantitatives. Oui, oui, oui. Voilà. C'est ça qui fait la différence. Sinon, Mais c'est les ACM, c'est les variables. Les ACM prennent les variables qualitatives aussi. ça, c'est ça. Ça, c'est mix. Que ça soit quanti ou quali. OK. Voilà. C'est ça. Voilà. Tout ça, c'est une sorte de régression, si on veut bien voir. OK. Oui, oui. OK, c'est bon. OK. Donc, je vais essayer de partager mon écran. Donc, on va rester toujours sur notre exemple de la perception des populations sur les cours de l'extrémisme violent. On a essayé de collecter les données. On a près de plus de 400 en tout cas personnes enquêtées pour voir leur perception sur les causes, les facteurs qui poussent en tout cas à la radicalisation dans les localités. C'est une étude qui a été réalisée au Niger notamment. Donc, on a essayé de mesurer d'abord, est-ce que c'est dû au chômage ou bien c'est les vols de bétail qui poussent les gens à se radicaliser. Si c'est mal géré, la question est mal gérée. Ou bien c'est l'injustice ressentie par les populations. Ou bien est-ce que c'est dû à la malgouvernance, la pauvreté, la religion, la politique. Ou bien si c'est par mimétisme. Parce qu'on s'est rendu compte aussi que les jeunes qui partent, par exemple, dans les pays en conflit, notamment au Mali, qui partent trouver leurs promotionnaires qui n'étaient pas, en tout cas, qui n'avaient pas une position sociale élevée. Et grâce à l'extrémisme violent, le fait de rejoindre les groupes d'extrémisme violent, radicalisés, ils se sont retrouvés vraiment à une position un peu plus élevée dans la société. Ils sont craints, ils sont respectés parce qu'ils ont les armes en main, ils font ce qu'ils veulent. Donc, une fois de retour chez eux, les jeunes aussi sont tentés de copier vraiment ces comportements-là et de rejoindre les groupes armés. Ou bien si c'est dû à l'ignorance, ou bien est-ce que c'est un problème d'éducation, est-ce que c'est l'orgueil, est-ce que c'est dû au conflit ethnique mal géré, voilà, ou bien l'égoïsme. Donc au départ, on a 13 variables d'études pour mesurer la perception des populations, voilà, par rapport à la radicalisation. Donc dans JASPO, vraiment c'est très très facile à utiliser. Ce n'est pas comme dans d'autres logiciels comme SPSS Amos. C'est vrai, Amos, c'est très bien. Si on regarde les outputs, ça n'a rien à voir avec JASP. Mais vraiment, JASP, la prise en main est très facile au niveau de JASP. Vous allez voir que tout ce qu'on va faire, on va tout juste cliquer et ça va nous donner les résultats. On interprète sans savoir à l'arrière-plan qu'est-ce qui se passe. Tout ce qu'on doit maîtriser, c'est l'interprétation des indices. Ce qui va ressortir là, comment interpréter. C'est ça qu'on nous demande comme compétence au niveau des JASP. Alors qu'au niveau des autres logiciels, vraiment, il y a pas mal d'autres paramètres à maîtriser avant de pouvoir faire sortir ces outputs-là. Donc, pour faire l'analyse factorielle, vous voyez ici, il y a facteurs. On vient au niveau des facteurs. Comme je l'ai dit, dans un premier temps, c'est de faire l'analyse factorielle exploratoire. Vous voyez, il y a votre ACPI qui est là, analyse en composante principale. Ensuite, nous avons l'analyse factorielle exploratoire et enfin l'analyse factorielle confirmatoire. Donc, on va cliquer sur analyse factorielle exploratoire. Et voilà, ça nous donne l'interface. On va prendre l'ensemble de nos variables mesurées là, les variables observées.
Je vais faire contrôle, je sélectionne tout et je fais basculer dans la case réservée aux variables. Oui, oui. Voilà. Vous voyez un peu ces diagrammes-là. Ici, j'ai pris par exemple manuel là et j'ai pris le nombre de facteurs là à 2. En réalité, le choix du nombre de facteurs dépend de ces diagrammes, fortement de ces diagrammes. Les diagrammes du... Voilà. Ici, là, on appelle les tests du poudre. Vous voyez ici, là où il y a la cassure, là. Voilà. Généralement, c'est ici, on regarde. Soit Oui. on regarde, vous voyez là, les valeurs propres. Eigenvalue, là, ça, c'est les valeurs propres qui sont en ordonnée. Vous tracez une ligne droite à partir de 1, la valeur, voilà, la valeur propre là, ici 1, et vous tracez une ligne horizontale. Vous allez voir, quand ça va couper, le nombre de points que vous voyez ici, qui sont au-dessus de cette ligne-là, c'est ça qui doit guider le nombre de facteurs. Est-ce que vous voyez? C'est la même chose qu'au niveau de l'ACP, hein, de l'analyse à composante principale. OK. Voilà. Donc, pour déterminer le nombre de facteurs là, vous essayez d'utiliser cette méthode. Soit vous regardez les coudes, là où il y a la cassure là. Vous essayez de compter avant la cassure, il y a combien de trucs, de points. Ou bien vous essayez de faire cette valeur-là, c'est-à-dire que cette méthode-là, à partir de la valeur propre, là, la valeur 1, là, vous tracez et vous comptez le nombre de points. Par exemple, on a 1, 2, 3 et même 4. Donc, vous voyez, c'est ce qui fait que quand on avait coché valeur propre supérieure à 1, automatiquement, ça nous avait donné 4. Mais on a vu que le modèle à 4 facteurs n'était pas du tout satisfaisant. Et on est passé manuellement, on a défini un modèle à 2 facteurs. Vous voyez ici, ça a essayé de regrouper, voilà nos 2 facteurs. Et voilà nos 13 variables. Ça a essayé de les regrouper, voilà, en 2 facteurs. Et ici, les tableaux de facteur loading là, où on a la colonne uniqueness là. Ça nous permet de voir vraiment quels sont les items qui contribuent à la formation vraiment du facteur. Voilà les facteurs. Le premier facteur ici, on voit qu'il y a l'injustice, l'égoïsme, malgouvernance, religion, conflit ethnique, ignorance, mimétisme, puis vol de bétail. Et deuxième facteur, c'est uniquement orgueil. Et les autres là, on voit que ça ne satisfait pas. Quand vous vous retrouvez dans une telle situation, vous commencez par éliminer les items qui ne contribuent pas, qui ne donnent pas satisfaction. Donc, on va essayer de supprimer le problème d'éducation, la politique, le problème de la pauvreté et puis le chômage. On va les enlever de notre modèle parce que ça ne contribue pas vraiment à la formation des facteurs. Donc, d'abord, on a problème d'éducation, je vais sélectionner. Ensuite, politique, contrôle pour sélectionner. Ensuite, la pauvreté, pour sélectionner. Et enfin, le chômage. Donc, on va éliminer ces 4. Et vous voyez qu'il y a l'orgueil aussi qui est là, 0,8. Donc, on va l'éliminer du modèle. Donc, vous voyez que sur 13, on voit que c'est réellement 8 items qui sont pertinents pour notre analyse. Donc, vous voyez que nous avons 2 facteurs. Oui. Le premier facteur, il y a le mimétisme, les référents religieux, ça veut dire que les prêches religieuses qui contribuent à la formation de ces facteurs. Il y a les conflits interethniques qui interviennent à la formation de ces facteurs. Et il y a l'égoïsme même de l'individu qui intervient à la formation de ces facteurs. Par contre, le deuxième facteur, le facteur 2, nous avons le vol de bétail, la question du vol de bétail qui sont mal tranchés selon eux. Il y a l'ignorance et il y a l'injustice même ressentie par les populations et à la malgouvernance. Donc, à ce stade, on peut même nommer les facteurs. Le facteur 1, vous voyez que les items qui contribuent à la formation de ces facteurs-là, vous voyez que c'est plus lié à l'individu. Donc, on peut nommer ça, par exemple,
les facteurs propres à l'individu. Donc, je vais reprendre l'explication. OK. Je disais que les premiers facteurs, on voit que les items qui contribuent à la formation de ces facteurs-là, c'est l'égoïsme de l'individu, les conflits interethniques, les prêches religieuses qui ont influencé l'individu, ou bien même le mimétisme, c'est-à-dire que l'individu qui cherche à ressembler à ses semblables, à ses camarades qui sont dans les groupes armés. Est-ce que vous voyez? Donc ça, on peut dire que les facteurs là représentent les facteurs qui sont propres à l'individu. C'est bon? Par contre, si on prend les facteurs 2, on voit que c'est des questions de vol de bétail, d'ignorance, d'injustice ressentie ou bien de malgouvernance. Donc, vous voyez qu'on peut peut-être lier ça à des facteurs qui sont extérieurs à l'individu, qui sont liés à l'environnement de l'individu. Mais les premiers facteurs, ça, c'est propre à l'individu. Voilà un peu notre modèle théorique. RC1 là, c'est le facteur 1 là. Voilà les items qui contribuent à la formation de ces facteurs. Le facteur 2, voilà les items qui contribuent à la formation du facteur 2. Voilà un modèle qu'on vient d'établir. Maintenant, est-ce que ce modèle-là est solide? Ça, c'est le rôle de l'analyse factorielle confirmatoire. C'est l'analyse factorielle confirmatoire qui va venir confirmer notre modèle. C'est bon? OK. Voilà. Donc, pour faire l'analyse factorielle confirmatoire, je vais rabattre un peu ici. On a fini avec l'analyse factorielle exploratoire. On revient toujours au niveau de facteurs et on clique sur analyse factorielle confirmatoire. Voilà. Et on va positionner les items là qui rentrent dans la formation des différents facteurs. Donc, je viens de démarrer l'analyse factorielle confirmatoire. Je vais essayer de mettre les items qui rentrent, par exemple, à la formation du premier facteur. On a vu que c'est égoïsme, conflit, mimétisme, religion. Donc, je vais les positionner. OK. Oui, oui. Égoïsme, conflit, mimétisme, et puis religion. Voilà. Ça rentre ici pour les facteurs 1. Voilà les facteurs 1 en haut ici. OK. Et on ajoute maintenant, on clique sur le plus pour ajouter les facteurs 2. Et OK. Donc, les facteurs 2, on a ignorance, malgouvernance, injustice, et puis vol de bétail. OK. Donc, ça, je fais basculer dans facteur 2. C'est bon? Et on va venir au niveau de... Oui. Voilà. Bon, on va prendre plot là, mais bon. Donc, au niveau des outputs aussi, on va cliquer sur Additional Output pour cocher Additional Fit Measure. Bon, peut-être on peut demander les autres indices, hein, mais je pense que c'est déjà bon. Voilà les indices à vérifier. Vous voyez ici, CFI là. Voilà, je vous conseille de vérifier CFI et puis ça là. Root mean square error of approximation là. Voilà, vous pouvez vérifier ces deux indices pour, en tout cas, voir si le modèle est bon ou pas. Donc, ici, les valeurs, les seuils recommandés, là, voilà ici. Pour CFI, ça doit être supérieur à 0,95. Et l'idéal, c'est 0,98. Et RMSA, RMSA, là, ça, si possible, ça doit être inférieur à 0. C'est-à-dire ça doit être inférieur à 5%. Mais jusqu'à 8%, c'est acceptable. Mais l'idéal, en tout cas, ça doit être inférieur à 0. Voilà, à 5%. Donc, on va se baser sur les deux indices-là. Sinon, il y a beaucoup d'autres indices, comme vous le constatez ici. Mais si les deux là déjà, voilà, si les deux là déjà c'est bon, vous pouvez déjà prendre une décision, quoi. Voilà. Voilà. Vous pouvez vous référer au guide là
pour, en tout cas, prendre une décision. Donc, dans notre cas, vous voyez, on a CFI, Comparative Fit Index. Ça, c'est combien? Vous voyez? Ouais, 97%. Voilà. Presque 0,97. Ça veut dire que c'est supérieur à 0,95. Ah, c'est supérieur à 95%. Voilà, ça veut dire que c'est bon. Mm. Voilà. On peut aussi venir ici. Le RMSA. Le RMSA est là. Root mean square error of approximation. Ça, c'est combien dans notre cas? Ouais, c'est inférieur à 5%. Voilà, c'est inférieur à 5%. Donc, ça signifie quoi? Que le modèle là est bon. C'est en adéquation avec les données. C'est bon? OK. Oui, oui. En tout cas, la prise de décision là n'est pas du tout compliquée. Les fourchettes là sont là, les valeurs recommandées sont là. Et dès que vous cliquez et que JAS vous donne les résultats, vous repartez dans votre guide. Vous pouvez même faire un tableau. Hein? Vous pouvez faire un tableau pour mettre les valeurs. Voilà, les seuils recommandés là. Vous pouvez mettre dans un tableau et puis avoir ça à côté. Dès que vous cliquez, vous regardez maintenant pour prendre la décision. Vous revenez là-bas seulement, vous regardez si ça correspond seulement. Vous comparez aux valeurs obtenues et voilà, vous prenez votre décision. Voilà. C'est bon? Donc, on a un peu le modèle là qui est là. C'était déconnecté, ça vient d'arriver. Ah, OK. Décidément. Donc, vous voyez notre modèle. Décidément, hein. C'est ça. Vous voyez la corrélation entre les facteurs 1 et puis les facteurs 2. C'est 0,8. Voilà, c'est fortement corrélé. Il y a une forte corrélation entre les facteurs liés à l'individu et les facteurs liés à son environnement. Voilà. Très, c'est fortement corrélé. Vous voyez, 0,8. Ouais, R est à 80%. C'est ça. Ah, c'est le R que ça met comme ça, quoi? Oui, oui. C'est ça. OK. Et même entre les items, ça veut dire que c'est quel item qui contribue fortement à la formation du facteur là. Vous voyez ici, il y a des valeurs. Donc, voilà. Si nous prenons par exemple pour ces facteurs 1 là, la plus forte valeur c'est combien? C'est le mimétisme là. Voilà. Ça veut dire que beaucoup de personnes rejoignent ces groupes armés là par mimétisme. Parce qu'ils ont vu, voilà, leurs connaissances qui n'avaient rien, qui n'étaient rien. Et subitement, parce qu'ils ont des armes à main, ils sont devenus des gens, des hommes forts dans leur localité. Donc, ça pousse plus d'autres jeunes à rejoindre ces groupes-là. Donc, c'est ça un peu. Oui. Et ensuite, en deuxième position ici, vous voyez les conflits interethniques mal gérés. Donc, tu vois que la question religieuse, dans la formation de ces facteurs-là, est carrément en troisième position. Les prêches religieuses, là, pour contribuer à la radicalisation, là. OK. Selon les données collectées, ça vient en troisième position, selon les populations, les personnes interviewées. Voilà. De même que ces facteurs 2 là. Ici, nous voyons que pour la formation de ces facteurs, c'est 0,71. Le vol de bétail. Vol de bétail. Ça, c'est un problème réel qui pousse vraiment les gens à se radicaliser dans la localité d'études. Oui. Voilà. Suivi maintenant, voilà, des questions, bon, de l'ignorance des personnes, quoi. Bon, la naïveté. Ici, en réalité, ce n'est pas l'ignorance, mais c'est plus par naïveté, quoi. 0,62 et suivi maintenant des autres items, des autres variables. Voilà un peu le modèle là que ça nous a donné. Et après analyse confirmatoire, voilà ce qu'on peut faire comme interprétation de ces données-là. Oui. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment l'initiation. Ça, c'est une introduction à ce que j'ai dit tantôt là, et les équations structurelles. La modélisation par équation structurelle.
Vous voyez qu'ici, nous, on a pris tout juste 2 variables latentes. C'est bien ça? Mais Oui. j'ai trouvé qu'il y a plusieurs variables latentes là qui permettent de mesurer un phénomène en réalité, qui concourent vraiment qui influencent un phénomène. Donc, en ce moment-là, on rentre dans ce qu'on appelle les équations structurelles. Ça, c'est d'autres types d'analyses aussi qu'on pourra voir plus tard. On va trouver d'autres bases de données pour faire ce qu'on appelle la modélisation par équation structurelle. Et si vous regardez ici, il y a des valeurs, vous n'avez pas demandé c'est quoi au juste. 0,75, ça, c'est les erreurs de mesure. C'est les erreurs de mesure. À quel niveau? En réalité. Quelle valeur? Ici, en bas là. Vous voyez 0,65, voilà, ainsi de suite. Puisqu'on a pris l'échelle de mesure là, révision, mais il y a des biais. Non seulement la personne qui part pour collecter les données là peut commettre des erreurs. La personne là peut faire des erreurs. La personne qui donne les réponses là, la personne enquêtée, constitue un biais aussi dans la collecte des données. Et à la bonne foi de la personne, il peut constituer un biais. Mais généralement, on prend les réponses là pour argent comptant. On n'essaie pas de mettre les biais là dans nos analyses. C'est-à-dire, on fait nos analyses comme si on ne peut pas se tromper sur le terrain. Comme s'il ne peut pas avoir d'erreur sur le terrain dans la collecte. Est-ce que vous voyez? Or, avec, voilà, avec ces méthodes d'analyse des données là, on tient compte même de l'erreur dans la collecte. Et vous voyez ici, en haut là, reliability là. Ici en haut de voilà, reliability. Oui. En réalité, c'est la fiabilité. Donc, si on traduit reliability là, ça veut dire fiabilité. Tout ces construits là, ces construits qu'on nous venons de faire là, on devait tester la fiabilité et la validité de nos échelles de mesure, des outils même qu'on a utilisés pour faire notre étude là. On devait faire des tests de fiabilité et de validité de ces outils-là avant de procéder aux analyses. Est-ce que vous voyez? Il y a des indices aussi statistiques. Voilà, il y a des indices statistiques qui permettent de vérifier vraiment la fiabilité et la validité des outils de mesure. Mais ça, on ne l'a pas fait. Voilà, mais bon, dans le cadre de l'étude que nous sommes en train de mener, nous, on a tenu compte de tout ça. On a d'abord testé la viabilité même de nos outils, la fiabilité, tout, avant de passer maintenant aux différentes analyses. Voilà. Donc, c'est pour dire que vraiment, sur le plan statistique, en matière d'analyse des données, il y a vraiment des étapes et des rigueurs à respecter, quoi. Il ne s'agit pas de prendre et puis commencer à dire, voilà, 50% sont d'accord, 75% ont coché acceptable, des trucs comme ça, et puis c'est limité sur le plan descriptif là, alors que bon, si on rentre dans le fond même, on fait des analyses plus poussées, on peut même remettre en cause. Voilà. Donc, ouais, ça c'est... Ouais. C'est un peu ça, quoi. Oui.